En fait, la peur, on n'est pas les seuls, les humains ne sont pas la seule espèce à avoir de la peur, bien sûr les animaux aussi. Alors qu'est-ce que c'est la peur? C'est vraiment on est face il faut imaginer une situation où on est face à une menace imminente ou immédiate, proche donc de l'environnement, qui est vraiment imminente donc, et c'est vraiment un danger, un prédateur par exemple, si on est un animal, et c'est vraiment l'émotion primaire qu'on va ressentir à ce moment-là, ok? Avec un but très précis, alors là j'ai une vision très presque fonctionnaliste de la nature, mais c'est comme ça que je vois les choses, et beaucoup de scientifiques, d'ailleurs je ne suis pas le seul, hein, à voir les choses comme ça a une fonction, hein, cette émotion de peur, c'est d'activer ce qu'on appelle un système, on verra tout le temps sur internet l'expression fight, ou dans les bouquins fight or flight, ou ce qu'on appelle parfois combat ou fuite, hein, ou approche évitement, en français parfois un peu plus élaboré. Alors à quoi ça sert? Comme le dit l'expression fight or flight, c'est soit à activer toute une réponse physiologique, mais aussi vraiment, enfin, surtout physiologique, pour se défendre, c'est-à-dire typiquement tension musculaire de choses, le cœur va plus vite, etc., pour donner plus d'apport à certaines régions, pour les animaux surtout ici, pour pouvoir réagir assez vite, ou flight pour prendre la fuite. Et donc voilà, donc la peur est une émotion primaire qui est avant tout utile parce qu'elle est là pour nous mobiliser, l'animal, mais aussi nous, à y réagir face à quelque chose qui est dangereux immédiatement, dans l'environnement immédiat. Alors qu'est-ce que c'est l'anxiété par rapport à la peur? Euh, L'anxiété, c'est à peu près une même cascade émotionnelle, une même cascade physiologique, si ce n'est que la menace, elle n'est pas dans l'environnement immédiat, elle est plutôt dans un environnement lointain, diffus, plus ou moins certain, probable, mais c'est pas si clair que ça. Et la grande différence entre l'anxiété et la peur, c'est que l'anxiété, la pierre angulaire de l'anxiété, c'est l'incertitude, l'incertain. C'est quelque chose qui est incertain, qui pourrait arriver, mais on ne sait pas quand exactement. Typiquement, ben voilà, s'il y avait une catastrophe écologique, je pense notamment à tous les traités que j'apprécie beaucoup de Pablo Servigne, par exemple ici, on va avoir cette grande question, c'est oui, mais on sait à peu près que ça va arriver, mais on ne sait pas quand. Et donc typiquement, là, la réponse qu'on va avoir au niveau émotionnel, ce n'est pas de la peur, c'est certainement de l'anxiété. Parce qu'on doit mettre en place quelque chose enfin, ça c'est la fonction de l'anxiété, c'est de nous aider à planifier, du coup, à faire face à l'incertain. Donc, à nouveau, l'anxiété a une fonction hautement adaptative. C'est grâce à elle que nous arrivons à planifier les choses, à nous organiser, à anticiper et à faire face à l'incertain. Hein, c'est comme ça qu'on peut, sur le plan phylogénétique, souvent on pense à ça, c'est vrai, l'humanité s'est vraiment rapidement développée en anticipant le climat, en anticipant des prédateurs, etc., etc. Et donc on a vraiment une fonction hautement adaptative de l'anxiété, comme la peur aussi, mais surtout de l'anxiété. Ok, alors là, c'est quand tout va bien. Deux émotions qui sont hautement utiles, tant chez l'homme que chez l'animal, quand tout va bien. Et donc, on voit, elles sont utiles. Alors, pourquoi s'inquiéter quelque part de la peur et de l'anxiété? Il s'avère qu'à un certain stade, si l'anxiété ou la peur, d'ailleurs, sont beaucoup trop élevées, beaucoup trop... L'intensité qu'on perçoit, hein, qu'un individu perçoit de peur ou d'anxiété est trop élevée, c'est n'a plus cette fonction adaptative. C'est une fonction freezing, paralysante, comme ça, et qui va en fait plutôt amener les gens à faire un peu n'importe quoi, à faire éviter à peu près tout et n'importe quoi, ou à être tétanisés en mode attaque de panique. Ça n'a plus du tout. Alors on parle de troubles anxieux, généralement. C'est la distinction entre l'émotion, deux émotions qui sont primaires, qui sont très utiles, à tout va bien, et puis avant ça devient tellement élevé, on parle de troubles anxieux. Et typiquement, alors on a différents... Alors, on peut débattre de l'utilité de ces classifications, mais on retrouve généralement toute une série de troubles anxieux, typiquement l'anxiété généralisée, l'anxiété sociale, parfois des phobies aussi qui sont plus liées à la peur. Et là, on est dans un autre registre, dans un registre du trouble psychologique, nécessitant généralement une consultation. Alors ça, c'est vraiment important parce que ça va vraiment, j'insiste là-dessus, mais ça va alimenter tout le débat en fait. Parce qu'en fait, la plupart des émotions, anxiété, peur, sont utiles tout le temps. Hein, typiquement, si on a parfois, un exemple très bateau, mais quand on est étudiant, si on n'a pas vraiment un petit peu d'anxiété, pas comment va se passer, c'est incertain, comment va se passer mon examen, s'il n'y a pas cette incertitude qui apparaît et cette émotion d'anxiété, il n'y a pas ce rôle quelque part cette fonction qui vient s'enclencher, qui va nous aider à nous booster, à nous motiver, à nous mettre en action et à planifier les choses. C'est un exemple très simple, mais c'est pareil dans plein de sphères de la vie, en fait, hein, à tous les niveaux, pour des changements ou planifier. Hein, s'il n'y a pas vraiment un tout petit peu cette anxiété, il n'y a pas de mobilisation. Mais à nouveau, avec le risque quand c'est beaucoup trop élevé, on bascule dans autre chose et on a l'effet contraire escompté, puis on n'est pas bien, on est mal et les gens commencent à avoir des comportements tout à fait pires que mieux, en fait, tout à fait inadaptés. Là, on est dans juste du clinique. En fait, c'est pas si simple que ça. Il n'y a pas de réponse universelle. Et je m'en voudrais beaucoup de vous dire, ah voilà la recette miracle qui marche pour tout le monde. En fait, ça va vraiment dépendre du niveau de départ de la personne qu'on a en face de soi. Si la personne, elle est déjà à un niveau très élevé de peur ou d'anxiété,
en fait, c'est pas forcément adapté. Parce que vous allez, c'est comme si vraiment c'était voir ça comme un U inversé, en fait. Et quand on monte, on monte, on monte, c'est adaptatif. D'ailleurs, on voit que les gens prennent des meilleures décisions, s'adaptent mieux à l'environnement quand quand on est dans c'est vraiment comme ça, quand on est en haut de montée, en haut de la pente, au plus on monte, au niveau anxiété, au plus c'est un effet bénéfique. Jusqu'à un certain stade, et là, puis hop, ça drop, ça tombe, et ça a l'effet tout à fait contraire. Même si la personne a son niveau d'anxiété qui est déjà initialement, ou de peur d'ailleurs, élevé, ça ne sert à rien en fait. Au contraire, augmenter quelque part même sa conscience sur la dangerosité des choses, sur la nature imminente de certaines catastrophes, va juste faire l'effet contraire. À l'inverse, cette personne en fait n'est pas du tout mobilisée, n'est pas du tout, comment dirais-je, un niveau de peur, d'anxiété à zéro, pour prendre virtuellement quelque chose, par rapport à ces questions. En fait, ça peut être bénéfique de l'augmenter dans ce cas-ci. Donc, il n'y a pas de réponse miracle. Il faut juste avoir en tête, jusqu'à un certain niveau, c'est mobilisateur, ça aide à planifier et à être adaptatif. À un autre niveau, si c'est trop élevé, ça a l'effet contraire, c'est paralysant. Les personnes vont éviter tout ce qui a lieu à ça et avoir des comportements souvent contraires et tout à fait paradoxal qui n'ont plus de rapport par rapport à ça et se sentir mal, déprimés. Parfois, je prends un exemple ici, mais je lisais récemment un rapport de ce qui se passe en Floride, notamment. On voit de plus en plus que la mer avance et que ça crée vraiment un état de peur. Là. C'est vraiment l'imminence même, un état de peur. Là. Et on commence à avoir vraiment pour cette personne qui n'est pas consciente de ça, des réactions ou déjà fort consciente de ça, un tel état de désespoir que ces personnes sont dans la dépression, sont dans l'alcoolisme à cause de ça. Et là, effectivement, le niveau était déjà élevé au début pour ces personnes. Et le fait que la catastrophe arrive ou le niveau de conscience soit encore plus élevé, ça a un effet tout à fait délétère. Donc, il faut pouvoir s'ajuster. Donc, c'est important. Donc, dans un groupe, il ne faut pas avoir le même message avec tout le monde. L'anxiété face au changement climatique, éco-anxiété, ou encore d'autres termes, le problème c'est qu'il n'y a pas de définition très claire. Quand je parle d'émotion de peur ou d'anxiété, peu importe vers quoi l'objet, parce qu'en fait, quand j'ai évoqué le moteur premier de l'anxiété, c'est l'intolérance à l'incertitude. Et là, il y avait une des questions que vous me posiez qui était, est-ce qu'on a des sources d'anxiété qui typiquement, en fait, non. Cette personne, il y a tout plein de choses peut activer cette incertitude. Et donc là, à nouveau, aussi une variabilité de personne à personne qui est assez énorme. Et donc, à nouveau, ici, on va avoir la même chose. Donc, c'est très difficile d'objectiver quelque part ça. On peut mesurer dans une population le niveau d'anxiété ressentie, à quelle mesure je me sens tendu musculairement, des inquiétudes, ce genre de choses. Ça, c'est vrai, on peut le mesurer. Par sondage ou par les médecins praticiens, les psychologues peuvent faire des enquêtes pour évaluer ça. Et donc, on sait, il est vrai qu'il y a un niveau d'anxiété qui est qui est de plus en plus élevé chaque année. C'est un autre débat ici. Mais à quoi est-il lié? C'est excessivement compliqué. Ça, c'est d'une part une chose. Deuxième chose, il n'y a pas de consensus encore très clair, même s'il y a des définitions qui existent. Prenez 2 définitions ou 3 définitions, 3 auteurs travaillant sur l'éco-anxiété, vous allez avoir certes beaucoup de similarités dans leur définition, mais des petites variations qui vont rendre difficile en fait de mesurer vraiment précisément une population qui a exactement un tel ou tel niveau d'éco-anxiété. Alors pour l'instant, les meilleurs indicateurs, pour revenir sur les aspects climatiques, effectivement, aux États-Unis, il y a une task force qui s'est développée depuis 2009. Eux, ils donnent 3 pistes assez intéressantes. Alors c'est critiquable, mais ça a le mérite de vouloir essayer de classifier un peu les choses, avec vraiment 3 niveaux. Et ils vont vraiment se baser sur les modèles de peur et d'anxiété que je viens d'illustrer. C'est pour ça que je les aime beaucoup, parce qu'ils s'intègrent, comme scientifiques, on aime bien ça. C'est de s'intégrer à ce qui existe déjà. Et donc, ils vont distinguer si c'est imminent, si c'est pas imminent. Et puis un troisième type que je vais évoquer tout de suite. Donc forcément, imminent, c'est l'exemple de la Floride que j'évoquais à l'instant. Les eaux montent, propriétaires immobiliers s'affolent, tous les gens relativement fortunés qui habitaient près des plages en fait veulent fuir, ça crée un problème. Et donc il y a une réaction de panique, mais qui n'est pas, pendant 100 ans, qui est là maintenant. Donc on a une situation de peur, et donc c'est une réaction, quelque part d'éco-anxiété, ou eux ils parlent de mental health issue par rapport à l'environnement, donc climate change mental health. C'est plus une question de question de santé mentale par rapport au climat, c'est pas vraiment le terme éco-anxiété. Donc, il distingue vraiment ici, au premier cas, imminence. Il y a un deuxième cas de problème de santé mentale qui s'appelle, pour prendre l'expression que je trouve un peu bizarre, mais comme ça, lié à l'environnement, qui est c'est plus diffusé, c'est dans un avenir incertain. Typiquement, la question de l'effondrement, typiquement, que va-t-il arriver si on ne change pas?
Et ça, eux, ils parlent du coup d'anxiété dans ce cas-là. Donc, ils font une distinction peur, que je viens d'évoquer avant par la Floride, anxiété maintenant. Il y a un troisième type qu'on utilise parfois comme un synonyme d'éco-anxiété. Alors ça, c'est débattable. C'est ce qu'on appelle la solastalgie. Hein, parfois, donc c'est plus comme un deuil, en fait, selon ces auteurs américains. Je suis triste de voir ce qui se passe maintenant, typiquement. Je me promène dans un endroit que j'adorais me promener dans la nature enfant. Je vois que ça a été complètement... ça a disparu, en fait, malheureusement, qu'il y a moins de diversité. Bah, ça me rend très triste, c'est vrai. Et donc, j'ai une émotion à valence négative. Ici, il ne donne pas plus d'informations, ceci dit, plus nostalgique, c'est vrai, de voir cette progression et ce changement. Alors, on peut il laisse penser que ça implique l'une ou l'autre, soit c'est imminent autour de moi et ça me rend peur, ou soit la conséquence c'est que ça m'inquiète pour l'avenir, mais il le voit aussi comme quelque chose juste, je peux être triste de ce qui se passe sans penser que ça va avoir des conséquences dramatiques. Donc, il distingue vraiment trois types. Et vous voyez, dans les deux types qui nous inquiètent le plus, il y a cet aspect un petit peu imminent, donc plus peur, diffus, incertain, on ne sait pas bien quand, futur, ok, et donc anxiété, ok. Ça, c'est important. Et donc, c'est ça que je ne sais pas bien définir l'éco-anxiété, mais je trouve que cette question, cette vision-là est assez intéressante parce que, tout chez les individus, il suffit de parler avec eux, dire tiens, qu'est-ce qui se passe, comment vous vivez ça maintenant, et on peut essayer de voir où est-ce qu'ils se trouvent en fait, quel est leur rapport, est-ce que c'est imminent ou pas, est-ce que c'est incertain dans le futur, avec une vague idée de ce qui pourrait arriver ou pas, et des inquiétudes par rapport à ça, ou à leurs enfants, ou à leurs petits-enfants, ou à l'humanité entière dans le futur, ou à la Terre en entier, ou est-ce que c'est juste une tristesse ou une espèce de deuil, une nostalgie de voir que tout change et que tout se désagrège quelque part et s'altère autour de nous. Vous voyez, ça, c'est un framework qu'on pourrait utiliser. Alors, je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais je trouvais que c'était remarquable dans la solution où ça permettait d'avoir un cadre, en fait, un peu, pour discuter avec les personnes, écouter leur discours, se dire, ah, où est-ce qu'elles se situent. Alors, j'aime bien cette question parce qu'elle renvoie à une autre question qui m'a toujours taraudé. En tant que psychologue clinicien, on se pose sans cesse la même question. Par exemple, typiquement, j'ai des inquiétudes sur plein de choses, je ne vais pas vous les lister ici, c'est pas le but, mais du coup, est-ce que je peux ou non, moi, avoir des patients qui ont des inquiétudes de la même nature? Et en fait, il n'y a pas de réponse. Il y a autant d'auteurs qui vont vous dire on s'en fiche, pas très grave, pour peu que vous êtes professionnel, vous savez ce que vous faites, et d'autres qui vont vous dire ah non, ça ne va pas du tout. Et du coup, c'est impossible de s'y retrouver. Par contre, dans tous les cas de figure, et ça je trouve ça intéressant ici, c'est pour ça que j'aime bien cette analogie, je pense qu'il ne faut pas trop partir de soi. Et je vais revenir plus loin, vous parlez d'expérience de maîtrise, et j'aime beaucoup ça aussi, mais il faut vraiment, dans tout type d'apprentissage, que ce soit du changement, alors ici je prends un exemple très fort qui était le changement thérapeutique, un patient vient vous voir et vous l'amenez à des changements, c'est doit partir de lui et pas de vous. Et c'est pareil, hein, quand on est éducateur ou enseignant, on ne va pas d'abord, la pédagogie active est de plus en plus en rendez-vous aussi, pas pour rien, on ne part pas de son point de vue à soi, ni de soi, ni de ses inquiétudes, mais on va essayer de partir des apprenants, quelque part. Donc, on parle de bottom-up, partir du bas vers le haut et pas de top-down. Hein, top-down, c'est l'enseignant vient avec sa vision ou ses inquiétudes et on part de lui. La question, c'est comment favoriser ça? Parce que vous allez dire, les gens viennent dans une classe ou dans une salle ou à l'extérieur, que celle. Bah, finalement, si l'instructeur ne lance pas un débat, ne lance pas quelque chose, rien va ne se passer. Alors, peut-être prendre du matériel. Je pensais à ça. Parfois, on fait ça dans les groupes thérapeutiques. Une expérience, quelque chose qui stimule le débat, active les émotions par rapport à ces questions. On pourrait imaginer, par exemple, alors là, je suis tout à fait dans un exemple virtuel, je ne connais pas la pertinence, à vous de voir si ça s'applique ou non dans votre pratique, mais une vidéo, par exemple, un film avec un scénario catastrophe, et puis qu'est-ce que vous ressentez, et peut-être voir, tiens, par rapport à l'imminence, par rapport au futur, par rapport à trois niveaux que je viens d'évoquer, par rapport aussi à la tristesse de ce changement, chacun, eux, est-ce que vous vous situez, donc partir des apprenants pour essayer de leur mettre comment dirais-je, leur faire prendre conscience de ces découpages, de ces perspectives. Et donc, l'instructeur guide quelque part, mais ne vient pas, même s'il a lui-même, s'il partage de nombreuses inquiétudes, ne vient pas forcément colorer l'apprentissage quelque part de ces inquiétudes. À nouveau, je me rends bien compte que c'est théorique et qu'en pratique, ce n'est pas si simple que ça, mais je pense que c'est un moyen quelque part de moins de minimiser un petit peu, d'être dans quelque chose de je viens avec mes inquiétudes et je colore tout. Parce que le risque, en fait, si quelqu'un, typiquement, je prends un exemple qui n'a rien à voir. Quelqu'un vient vous voir et est très, très, très inquiet par rapport à sa situation professionnelle. Et vous travaillez dans la même boîte que lui. Exemple, j'invente sur place maintenant. Okay, en fait, il va vous ressasser toutes les conséquences négatives de perdre son emploi. Qu'est-ce qui va se passer en faisant ça, en voulant vous avertir de son niveau d'anxiété? Il va juste vous rendre très, très anxieux à un point tel que ça va vous paralyser et vous figer. Et ça ne va pas mener à beaucoup de changements. Et vous allez juste tous les deux personnes vont ruminer entre elles
Et ruminer, c'est très bien, c'est cool d'un certain point de vue, mais ça ne va pas amener beaucoup de changements, pas beaucoup de prise d'action. Donc le mieux, c'est de pouvoir rester quand même au niveau très concret et essayer de faire des choses, en fait, et d'amener les personnes à amener leur propre solution d'abord, avant de donner la sienne. Ça, vous le savez forcément bien, mais mieux que moi, je suis sûr. Mais c'est vraiment important ici de faire attention à ça. Donc, peut-être pas trop vite laisser ses inquiétudes ou dire ah, je ne partage pas les miennes, je vous le dirai après. J'ai d'abord envie que vous fassiez l'exercice sur deux choses. Ce sont des moyens assez sommaires, somme toute, mais qui pourraient être utiles ici. Le seul moyen de réduire l'incertitude, c'est un petit peu de maîtrise. Et c'est par l'action. Ici, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut parler des heures. Je ne crache pas forcément sur les collègues qui sont très dans leur verbal pour l'intervention clinique, mais par rapport à des troubles anxieux ou à des peurs, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut parler des heures et des heures, mais tant qu'il n'y a pas eu à un moment une expérience de maîtrise, quelconque, ou on parle d'exposition, enfin s'exposer hein, à l'incertain ou à son intolérance à l'incertain, il n'y aura pas de réel changement. Alors ça peut être en imaginaire, je ne dis pas qu'il faut toujours s'exposer à tout, hein. Quelqu'un qui a peur des profondeurs par exemple, ben voilà, on ne peut pas le noyer, on ne peut pas les noyer, on va faire ça bien sûr, mais on peut forcément imaginer ce qui se passerait dans son esprit, fermer les yeux, qu'est-ce qui pourrait se passer, et faire vraiment l'expérience, c'est ça. Alors ça m'écarte un peu du débat ici, mais donc pour ça, pour dire la maîtrise et faire des expériences de maîtrise, c'est important. Mais je vais reprendre cet exemple que je viens de lancer sur quelqu'un qui aurait peur de se noyer, par exemple, qui ne va jamais nager, qui a peur de l'eau, etc., etc. Qu'est-ce qu'on va faire du coup, si on voulait vraiment aller jusqu'au bout dans le raisonnement? Comment développer l'expérience de maîtrise? Ce serait commencer par des petits bassins, commencer par ensuite des plus grands bassins, puis la mer, puis les tétéries, etc. Ici, c'est la même chose, en fait. On peut dire, comment, en fait, arriver à maîtrise sur l'environnement? C'est commencer par des petites actions très locales, puis un peu plus étoffées, puis un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand. Et donc, c'est vraiment une expérience de maîtrise, de contrôle, peu à peu. Et aussi, dans une communauté où on partage cette expérience de maîtrise aussi autour de nous. Et ça, c'est un excellent moyen de réduire l'incertitude. Alors, si on lit, alors le jargon n'est pas le même, le vocabulaire n'est pas le même. Là, je viens avec mes lunettes à moi. Mais si on lit la plupart des ouvrages sur la question, notamment les ouvrages de Pablo Servigné, plus récemment, on va voir qu'effectivement, il y a cette question cette question de résilience locale, ça passe par ces expériences, entre guillemets, que moi je qualifie de maîtrise, mais qui n'est pas le jargon utilisé, pas le terme utilisé dans le domaine, mais c'est vrai que c'est, dans un psychologue, c'est vraiment ce qui se passe, d'avoir peu à peu une maîtrise certaines choses et pouvoir faire face en fait à ce qui va se passer. Et donc je ne peux que aller dans ce sens-là, dire effectivement la solution c'est l'expérience de maîtrise. En tant que psychologue, je n'ai pas de réponse. Par contre, c'est vrai que moi, je suis assez surpris. J'avais vraiment tout ce qui s'était mis en place et sur pied durant le confinement, tout ce qu'on a vu, ce qui a circulé dans les réseaux sociaux, ce genre de choses. Je m'attendais effectivement à ce que tout le monde prenne ça comme une opportunité pour faire un énorme changement. Et là, je m'affole un peu sur ce qui va se passer. Mais c'est trop tôt pour avoir les conclusions. Il y a vraiment deux scénarios extrêmement opposés qui sont face à nous et on ne sait pas dire maintenant ce qui va se passer. Et donc, effectivement, est-ce qu'on va ou non aller plus sur le soutien, enfin, soutien, éduquer les personnes, pour prendre un terme que je n'aime pas, mais que je n'ai pas trouvé mieux, voilà, à cette crise, conscientiser voilà, les personnes à la crise environnementale et amener des changements, du coup, très locaux, ou au contraire, est-ce qu'avoir une économie qui va reprendre le dessus avant tout, quelque part, on va mettre à la poubelle les questions environnementales, il y a les droits dans le mur, alors peut-être pas tout de suite maintenant, mais certainement dans un avenir plus ou moins proche, difficile à dire. Et c'est excessivement compliqué. Et je sais que c'est pour ça que l'anxiété, pour moi, je vois chez les personnes autour de moi, etc., augmente beaucoup aussi. Je crois parce qu'on est nouveau dans une grande incertitude maintenant. En fait, vous savez, on avait fait une étude et on a vu qu'effectivement, le Covid-19, au tout début du confinement, toutes les études l'ont montré, il y avait une augmentation assez importante de l'anxiété. Et en fait, les données plus récentes, auxquelles on participe maintenant aussi, voient que après le confinement, enfin durant le confinement, ça n'a pas vraiment continué à augmenter. Au contraire, ça a presque, chez cette personne, diminué. Retrouver un sens de maîtrise. En fait, c'est intéressant ce que je veux dire, mais retrouver un sens de maîtrise chez soi, à faire des choses pour soi, local, s'organiser soi-même, pour soi-même, être responsable de soi, travailler chez soi, etc. Et donc, on voit que ça a une expérience, indirectement, c'est de la maîtrise. Beaucoup de personnes. Alors, je ne dis pas plein de personnes, une situation horrible, difficile, mais pour beaucoup de personnes, ça a été une opportunité dans une expérience de maîtrise, avec des guillemets, mais quand même de maîtrise. Effectivement, les demandes explosent. On voit effectivement des crises d'anxiété, des crises de dépression également,
qui n'ont jamais été aussi élevés. Je m'attendais au début que ce soit lié effectivement à des problèmes financiers, ce genre de choses, mais c'est surtout aussi, je crois que l'incertitude est telle maintenant que ça a fait craquer certaines personnes, en fait. Parce qu'on ne sait plus où on va maintenant. On ne sait pas très bien où on va. Et donc, je suis désolé, très, très négatif, ce que je viens de vous dire maintenant. Et donc, je pense qu'il faut trouver la maîtrise, parce qu'on ne l'aura pas de l'extérieur. Je pense que enfin, je n'aime pas dire ça, mais bon, je peux parler ici. Je l'ai dit dans quelques médias à l'époque, dans la presse, on m'avait posé cette question. Les discours du politique, d'ailleurs, ont créé beaucoup plus d'incertitudes que d'expérience de maîtrise. Alors, à un moment, ils ont fait un effort, j'ai l'impression, mais on avait vraiment un sentiment d'incertitude énorme. On ne savait pas ce qu'on faisait ni pourquoi. Et à nouveau, on se retrouve là-dedans. Et ça, c'est jamais une bonne chose. Il n'y a pas de données maintenant en Belgique, mais il y a des données dans d'autres contextes, dans des crises précédentes, en Asie aussi au Canada. On avait des crises sanitaires antérieures, sur la vaccination également. On voit qu'au plus le politique, généralement, a un discours incertain, au plus la population, en fait, vit dans l'anxiété et se sent mal et fait des comportements parfois un petit peu inappropriés aussi. Quand on est déjà à un niveau élevé, on commence à basculer, à être très mal, à être déprimé, à s'inquiéter, parfois à tomber dans l'alcoolisme, dans d'autres choses. Je n'exagère pas du tout les mots ici. Il y a vraiment des études à l'appui par rapport à ces problèmes qui ont été mis en avant dans le passé, dans d'autres contextes.